Aujourd'hui à l'Institut géographique du Congo. Et puis les questions climatiques se sont invitées par ailleurs au débat du jour à la suite de la démarche du Fonds mondial pour la nature qui a choisi le collège Bonsomi à Kinshasa Njili pour sensibiliser les élèves sur les effets du changement climatique. Et enfin, la journée internationale de la francophonie a été commémorée partout au sein de l'espace francophone ce 20 mars à Kinshasa. Il ne pouvait en être autrement dans la mesure où la RDC occupe la présidence rotative de l'OIF. Encore une fois, bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie se réjouit du fait que cette commémoration intervienne au moment où le pays assume cette présidence, ce qui a permis au gouvernement de présenter les problèmes du pays à partir d'une tribune de bonne hauteur. Je vous propose d'écouter Raymond Chibanda par rapport à son adresse à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. En ce jour du 20 mars, le monde francophone célèbre la Journée internationale de la francophonie. Je me réjouis que cette célébration ait lieu au moment où la République démocratique du Congo assume la présidence de l'instance suprême de la francophonie. Cette importante et historique responsabilité a permis à notre pays de jouer plus que jamais un rôle majeur dans les sphères internationales, comme en témoignent par ailleurs plusieurs grandes initiatives congolaises, dont la tenue en septembre 2013 au siège des Nations Unies de la concertation des ministres des Affaires étrangères des 70 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie et la tenue récente, avec succès, du deuxième Forum mondial des femmes francophones qui a réuni dans la capitale plus de 3000 délégués venus des 4 coins du globe. La République démocratique du Congo est particulièrement sensible à tout ce qui touche à la jeunesse. Les manifestations commémoratives du 44e anniversaire de l'OIF dans notre pays, appelées à s'étaler sur une semaine, vont donc s'organiser autour du thème francophonie et jeunes talents, thème qui est en phase avec l'un des segments du 15e sommet qui se tiendra dans les mois prochains à Dakar et dont le thème général sera « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Il faut tout de même dire que la fête a débuté hier déjà par des écrivains qui ont réuni des élèves pour des séances d'exposés littéraires et d'exposition de leurs ouvrages. Une manière pour l'élite congolaise d'inciter la jeunesse à s'approprier la culture charriée par la langue de Voltaire. C'est une rencontre entre des élèves, des écrivains et des amoureux de la lecture. Rencontre organisée à l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, initiative de l'Association des jeunes écrivains du Congo. Parmi les orateurs, Augustin Kissita, qui a exposé sur son dernier ouvrage axé sur l'amour intitulé « Une affaire de cœur ». Je recentre l'amour sur le pardon. Sur le pardon, comme pour dire que l'amour doit être accompagné du pardon. C'est aussi une expérience personnelle, mais pas de manière directement vécue, mais c'est directement vécu au niveau de la famille, parce que l'amour, pris dans ce sens, comme je voulais le dire, c'est l'amour au sens du pardon. Les femmes également se sont invitées au débat. Pour Jocelyne Kajangou, l'élévation de la femme dans la société doit être le fruit de la méritocratie. Moi, je suis contre cette parité-là qui se limite à mettre une femme à côté d'un homme. Donc là où un homme et une femme doivent être aussi. Non, moi je crois que nous devons tout mériter. Pareil pour la femme, et c'est aussi pareil pour l'homme. Donc l'homme aussi, là où il se trouve un poste de responsabilité, il doit mériter cela. Les élèves en sont sortis enrichis. J'ai retenu qu'on doit avoir des initiatives, par exemple écrire des livres comme l'écrivain Jocelyne. Une femme doit se battre, il faut être libre aussi, il faut aussi avoir des efforts pour être comme Madame Jocelyne. En fait, elle a été courageuse, elle nous a démontré vraiment ses capacités et tout. C'est ce qui m'a plu en fait.
Une exposition de livres a eu lieu à la Maison de Savoir. Elle était organisée par Mediaspol, partenaire à cette activité. Reparlons d'un autre membre du gouvernement, à la personne de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant qui a exposé à la 58e session des Nations Unies sur la femme à New York. Elle a parlé notamment de la politique de la RDC en vue d'atteindre les objectifs du millénaire du développement sur la femme. Je propose de l'écouter. Ainsi, pour permettre à la femme d'accéder aux ressources et de réduire son niveau de pauvreté, nous en appelons au renforcement des programmes d'appui au microcrédit qui ont été mis en œuvre par différentes organisations nationales et des partenaires au développement de la RDC. Quant à l'objectif 3, les défis demeurent notamment la disposition par la femme d'un revenu propre consécutif à l'exercice d'une activité économique lucrative, la représentation dans les instances de prise de décision. Au Parlement, par exemple, le nombre des sièges occupés par les femmes a baissé entre les deux législatures. Pour sa part, mon gouvernement reste déterminé à donner à la femme la place qui lui revient en vue du développement du pays. C'est aussi dans la même optique que le gouvernement a déposé au Parlement le projet de révision du Code de la famille pour supprimer toutes les dispositions discriminatoires à l'égard de la femme. Il a validé la stratégie nationale d'intégration du genre dans les projets et programmes de développement. S'agissant de l'objectif 4, mon pays a accru ses efforts notamment en matière de vaccination. À ce sujet, la RDC a réalisé une performance avérée. D'une manière générale, les taux de vaccination des enfants de 12 à 23 mois est passé de 30% en 2007 à 78% en 2012. Le Fonds mondial pour la nature, WWF, ne se lasse pas dans sa lutte contre les réchauffements climatiques en République démocratique du Congo. Il se donne ainsi à sensibiliser les jeunes filles par rapport à la gestion de leur environnement et aux questions liées au changement climatique. La dernière cible en date, les filles élèves du collège Bonsomi. Sensibiliser les jeunes filles à la gestion de leur environnement et aux questions liées au changement climatique, c'est l'objet de cette formation. Au cours de cette rencontre, il était question pour les responsables du Fonds mondial pour la nature de démontrer à ces écoliers l'importance de l'arbre, car étant de futures mères, elles sont appelées à gérer leur environnement. La femme qui est la première utilisatrice de la forêt, et quoi de plus important que de commencer à échanger sur ces notions-là avec la jeune fille à l'âge de terminer sa scolarité, pour qu'elle puisse bien comprendre et appréhender ses problèmes, échanger avec ses parents, échanger avec ses amis, pour prendre en compte la dimension du changement climatique dans notre vie quotidienne. On a compris qu'il fallait commencer d'abord par nos jeunes sœurs, les jeunes filles qui pourraient avoir la bonne information et ensuite mettre en application les bonnes pratiques et aussi à leur tour sensibiliser au niveau de leur famille et aussi sensibiliser leurs amis. Initiative saluée par les autorités ainsi que les élèves de cette école. Je vois ça très intéressant d'éduquer les jeunes à cette culture de l'arbre, donc les apprendre comment stopper à un certain moment le réchauffement climatique, mais aussi à gérer leur environnement. Nous sommes jeunes et jeunes femmes surtout. Nous sommes obligés de nous engager dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un danger imminent qui nous guette. C'est pas l'apanage d'un quelconque groupe de personnes. Nous devons nous engager en âme et conscience pour lutter contre cela. Il faut reconnaître que l'école Bonsomi compte déjà un nombre important d'arbres plantés. Cela devrait servir d'exemple à d'autres écoles. Du secondaire au supérieur, un nouveau-né vient d'être enregistré dans les milieux étudiantins. Il s'agit de la plateforme d'étudiants engagés dans la promotion des droits en matière de reproduction pour la lutte contre les violences sexuelles. La sortie officielle de cette organisation est intervenue aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts. La plateforme de coordination estudiantine de Kinshasa s'engage à lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en République démocratique du Congo. Une façon pour elle de joindre la voix de la communauté estudiantine de la ville de Kinshasa à celle de l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Réunis au cours d'une conférence de presse, ces jeunes ont dit non à l'impunité. Nous voulons inviter les étudiants d'adhérer dans la structure. Parce que dans la structure, nous montrons aux étudiants comment dire fin aux violences
Présent à la rencontre, le ministère du Genre et les défenseurs des droits de la femme saluent cette initiative et s'engagent à travailler en collaboration avec les jeunes pour éradiquer ces fléaux. La violence à l'égard des femmes constitue la violation la plus fréquente des droits humains. La femme est victime de toutes sortes de violences partout dans le monde et indépendamment de son origine, de sa culture, de sa classe sociale, de son âge et de sa religion. Les données récemment publiées par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant rendent compte de l'ampleur des violences sexuelles et vous engagent tous et toutes, y compris la jeunesse estudiantine, à nous mobiliser davantage pour éradiquer ces fléaux. Amener tous les jeunes universitaires à discuter avec les acteurs qui travaillent sur le terrain, qui offrent des services de prise en charge médicale, psychosociale, sécuritaire, appui à la justice, etc. et leur parler des actions qu'ils mènent au niveau du terrain pour que ces jeunes puissent s'imprégner de ça et voir comment éradiquer les questions de violence dans les milieux universitaires. Les étudiants et les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles ont 3 jours d'échange afin d'adopter des stratégies adéquates pour conscientiser et former les jeunes étudiants qui sont l'avenir de demain à être le premier défenseur de la cause de la femme. Le mois de mars aura connu également un temps des réflexions consacrées à l'eau. Ainsi, les différents services qui œuvrent dans les domaines de l'eau sensibilisent la population sur l'importance et l'utilisation de l'eau. Une journée porte ouverte a été organisée à l'Institut géographique du Congo où une initiative de la Commission internationale du bassin du Congo Ubangi Sanga avait comme objectif thème eau et énergie. Cette activité entre dans le cadre de la journée mondiale de l'eau. C'est une journée porte ouverte sur l'eau et l'énergie à l'Institut géographique du Congo. Les agents des services évoluant dans les domaines de l'eau ont trouvé ici l'occasion de sensibiliser les consommateurs de l'eau. Pour la Commission internationale du bassin Congo Ubangi Sanga et ses différents partenaires, organisateurs de cette activité, c'est une manière de contribuer à la santé du consommateur. C'est une première que la SICOS, avec ses partenaires, inaugure cette année. Il est possible que l'année prochaine, nous fassions davantage et mieux. C'est un domaine très vaste et c'est un domaine qui est porteur d'avenir. C'est un domaine également qui conditionne la santé publique, à savoir qu'une eau saine est bonne et contribue également à la santé de la population. Donc vous avez ici tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'eau au Congo et particulièrement à Kinshasa qui sont venus exposer. Autant les visiteurs ont eu des questions, autant il y a eu des réponses. Les exposants ici, les services qui interviennent dans les domaines de l'eau, tant pour le traitement, les transports et autres, étaient bien préparés à éclairer la lanterne des consommateurs sur les questions de l'heure. L'occasion faisant les larrons, la régie des distributions d'eau présente aussi à cette journée fait une communication. Il y aura de l'eau potable d'ici 2015 dans les 3 grandes villes de notre pays qui sont la ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi et la ville de Matadi. Donc à cette occasion, pour demander à la population qu'il faut économiser de l'eau, qu'il faut payer les factures d'eau. Pour rappel, cette journée porte ouverte s'inscrit dans le contexte des activités liées à la Journée mondiale de l'eau. Les organisateurs ont prévu 3 jours de temps d'activités, dont les conférences et une marche de santé le samedi prochain. Est-ce par négligence ou par oubli? En tout cas, la question mérite bien d'être posée au vu des embouteillages observés aux heures des pointes sur la route Matadi à l'arrêt Maternité. Les usagers de ce tronçon se posent plusieurs questions par rapport à un trou qui a été creusé puis abandonné à la fin des travaux de la Régie des eaux et l'obstacle n'épargne personne. Voici l'obstacle à la bonne circulation au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. Nous sommes sur la route Matadi, à un tronçon déjà rétréci, mais qui est forcé de se réduire davantage à cause de l'impraticabilité de la route à la hauteur de l'arrêt Maternité. Les conducteurs se concentrent sur une même bande avec comme conséquence des embouteillages aux heures de grande circulation.
à qui incombe cette charge, les habitants sont perplexes. C'est la régie des eaux qui devait faire ça. En fait, la régie des eaux a pu faire quelque chose. La régie des eaux a essayé d'arranger les tuyaux. Depuis que la régie des eaux a arrangé les tuyaux jusqu'à présent, on devait maintenant enterrer ces trous. Parce qu'il y a 2 ou 3 accidents, c'est déjà causé au niveau de ces trous-là. Voyons un peu. Il faut que la régie des eaux, c'est une grande compagnie. Il faut que la régie des eaux passe pour... En fait, la régie des eaux a terminé son travail. Maintenant, moi, je pense que c'est l'OVD ou bien... en fait, c'est une compagnie de la construction qui devait passer pour faire assez. Pourtant, une autre voix se lève pour réclamer à l'hôtel de ville d'intervenir. Que l'hôtel de ville puisse envoyer l'ODVD ou une société routière pour arranger, mais on n'arrange pas. Depuis, il y a déjà 3 semaines. Dans tout ça, certains citoyens très attentionnés recadrent la situation. La régie des eaux a fait sa part. L'OVD est attendu pour finaliser et remettre la chaussée à l'État afin de permettre aux usagers de la route Matadi de recourir sans peine. C'est un petit travail à réaliser, mais dont les conséquences fâchent les usagers. Direction Goma où se prépare une conférence minière la semaine prochaine. Le maire persiste et signe que sa ville doit se vêtir sa plus belle robe de la ville touristique. Une rencontre avec les différents chefs des quartiers a été organisée en vue de mobiliser la population afin de mieux préparer l'événement. D'une province à une autre, nous allons nous rendre dans l'Équateur. Le gouverneur Louis-Alphonse Kouagialo se porte bien. Il a repris son poste de travail à Mbandaka dans la province de l'Équateur après plusieurs mois de convalescence. C'est une foule immense qui est venue l'accueillir à son arrivée, comme vous allez le constater dans ce reportage. La ville de Mbandaka était en liesse populaire le samedi avec les retours du gouverneur Louis-Alphonse Kouagialo Mbassete Gueringbo. Absent du pays depuis septembre 2013 pour des raisons de santé, le gouverneur Kouagialo a regagné son poste de travail après une convalescence passée à Kinshasa. La population de Mbandaka lui a réservé un accueil plus que délirant avec un carnaval organisé depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville. Loin de tout esprit triomphaliste, le gouverneur Kouagialo a remercié la population de Mbandaka pour cet accueil historique. Il a indiqué que c'est grâce à l'intervention spéciale du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qu'il a bénéficié des soins appropriés en Afrique du Sud. S'adressant à la grande foule qui tenait à l'entendre, Alphonse Kouagialo a indiqué que c'est grâce à Dieu qui a écouté les pleurs des filles et fils de l'Équateur qu'il a recouvré sa santé. Merci mingi. Popa sobolula kite naya ngayo. Na pesi susu merci na président Joseph Kabila. Pour ce qui était mbena kendeki epayoyo basengeli ko soigner ngaite mbele bobe bokoila kibiso. Bien avant les gouverneurs, les sénateurs Efoloko et les députés nationaux Henri Thomas Lokondo ont exprimé leur joie de voir que la province qui était sans boussole depuis septembre 2013 peut maintenant retrouver une gouvernabilité normale et lisible. Même temps pour les bourgmestres de la commune de Mbandaka, pour qui le retour des gouverneurs Alphonse Kouagialo concrétise les dictons Tata Aye Nzalesili, entendez par là, papa est venu, fini la fin. Pour certains élus, la population de Mbandaka a tenu à lancer 2 messages forts à l'opinion publique. D'abord, l'Équateur tient à son gouverneur élu. Et puis, que le chef de l'État n'écoute pas les aventuriers politiques que la population a vomis.
D'autres temps forts de l'actualité nous sont livrés par la presse internationale à travers les lignes. D'abord, le nouvel observateur qui découvre au sujet de Malaysia Airlines une piste crédible. Des avions militaires ont survolé la zone très isolée pour tenter de vérifier si 2 objets observés par un satellite australien appartiennent bien au Boeing disparu. Sans succès, l'Australie a relancé prudemment aujourd'hui l'enquête sur la disparition du vol MH310 de la Malaysia Airlines. Les autorités australiennes ont annoncé la détection par image satellite des 2 objets dans le sud de l'océan Indien après bientôt 2 semaines de fausses pistes et d'espoirs déçus. Et puis, Afrique.com annonce qu'en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé va rejoindre Gbagbo à la CPI. Le gouvernement ivoirien a décidé aujourd'hui, à l'issue du Conseil des ministres, de remettre l'ancien leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, à la Cour pénale internationale, tout comme l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ex-leader des jeunes de la jeunesse patriote, Charles Blé Goudé, va être transféré à la Cour pénale internationale. C'est la justice ivoirienne qui a pris cette décision ce jeudi. À l'issue du Conseil des ministres, Charles Blé Goudé doit en effet répondre des nombreux chefs d'accusation. C'est la fin de cette grande édition. Merci de nous suivre à Kinshasa et en Côte d'Ivoire. Ce journal vous a été offert par BIC, la banque qui vous accompagne. La célébration de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars 2014 est placée par le Secrétariat général des Nations Unies sur le thème eau et énergie. Saisissant cette occasion, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, en sigle SICOS, dont l'une des missions essentielles est la gestion intégrée des ressources en eau, rappelle que l'hydroélectricité reste l'un des usages majeurs des ressources en eau du bassin du Congo. En effet, dès sa création en 1999, la SICOS a pris conscience du rôle énergétique que peut jouer ce deuxième réservoir d'eau douce du monde